Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet audio qui est la suite de l'audio précédent sur la blessure source, à savoir la blessure de ne pas être choisie, qui selon moi est la source de tous nos maux. Et aujourd'hui, nous allons voir la dimension féminine de cette blessure, à savoir comment est-ce que ça se manifeste chez absolument toutes les femmes, indépendamment qu'elles soient de polarité yang ou yin, hein, puisque leurs polarités vont être leur stratégie de survie à cette blessure. Mais aussi, ce qui pour moi est très important, comment est-ce que toutes les femmes sont conditionnées dans notre société par rapport à cette blessure. Alors en premier, je vais vous rappeler quand même que cette blessure de ne pas être choisie, c'est une blessure qui est universelle. Elle est enracinée dans nos besoins humains fondamentaux. Euh, Elle est due au besoin d'appartenance en premier, qui quelque part nous pousse à chercher la connexion avec les autres et l'envie de choisir les autres et d'être choisi par les autres, et par le besoin de validation qui va nous rassurer sur notre valeur personnelle et sociale. Alors, bien que cette blessure, elle soit humaine et universelle, elle va prendre des formes spécifiques chez les femmes en fonction des conditionnements sociaux, familiaux, culturels, qui sont transmis de génération en génération. Et donc, c'est aussi une blessure générationnelle, puisque en fonction des générations, ce qui va être transmis, la transmission va être différente tout simplement en fonction de ce qui se passe, l'environnement social de l'époque. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Les récits culturels du moment, le cinéma, la littérature, les séries. Et on va retrouver aussi, aujourd'hui, avec donc certaines formes de féminisme, des nouvelles transmissions, alors même que derrière se cache la blessure de ne pas être choisie. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Il faut quand même se rappeler que cette blessure, elle est en premier lieu humaine avant d'être genrée. Donc, je prépare un audio spécialement pour les masculins aussi. Aujourd'hui, on va vraiment le regarder du côté féminin, mais voilà, c'est de se rappeler ça, c'est que cette blessure, elle est avant tout humaine et que le conditionnement, c'est surtout un autoconditionnement humain et chacun dans sa blessure de ne pas être choisi va impacter d'autres personnes dans sa blessure de ne pas être choisi. Il faut se rappeler aussi que cette blessure, elle vient vraiment de nos fondements biologiques et psychologiques, parce que à une certaine époque, ne pas être choisi, être exclu ou rejeté du groupe, ça impactait totalement la survie. Et donc ça, on l'a gardé dans nos codes génétiques. Ça a laissé une empreinte durable dans nos comportements et où, à chaque fois que l'on n'est pas choisi, ça vient inconsciemment toucher à notre sécurité et à notre valeur personnelle. Même si aujourd'hui, notre survie n'est plus en jeu de ce côté-là. C'est une blessure qui est créée dès l'enfance, parce qu'effectivement, dès les premières années de vie, nous cherchons validation, reconnaissance, amour auprès de nos figures d'attachement, les parents, les proches. Et si nous percevons cette validation, cette reconnaissance, cet amour comme absent ou insuffisant, parfois c'est une perception, parfois c'est aussi une réalité. Si nous percevons cette blessure de rejet ou cette blessure d'abandon, euh, on a la peur de ne pas être suffisant qui va s'installer durablement et qui va créer nos stratégies de survie, à savoir nos profils de polarité. L'ennui avec la blessure de ne pas être choisi, c'est que c'est une blessure qui va forcément se manifester indépendamment de l'amour que l'on pourra recevoir. Donc je vous avais donné quelques exemples dans l'audio précédent. Je vous en redonne quelques-uns ici. Par exemple, lorsque le besoin d'un enfant, la réponse au besoin n'est pas celle attendue par l'enfant,
l'enfant peut se sentir pas choisi. Le fait de ne pas être choisi pour un jeu, pour une activité, par un parent, le fait de ne pas être cru, de ne pas être reconnu dans ses émotions aussi, tout ça, ça active la blessure de ne pas être choisi. Nous allons le vivre aussi à l'école, puis plus tard dans les amitiés, dans les relations sentimentales, les relations d'amour, lorsque l'on n'est pas choisi par une personne que l'on aime, on va ressentir un rejet personnel, alors que très souvent c'est un choix de l'autre personne qui répond juste à ses propres besoins, limites et schémas. Mais voilà, donc c'est là où très souvent c'est celle-là qu'on remarque le plus dans la blessure de ne pas être choisi. On va le retrouver aussi dans les situations professionnelles, lorsque une promotion peut être accordée à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre, ou lorsque malgré le travail qui a été fourni, on ne semble pas apprécier notre travail, etc. Donc tout ça, c'est la blessure de ne pas être choisi. Elle est vraiment universelle, elle ne se situe pas que dans les relations sentimentales, comme beaucoup le pensent, mais vraiment plutôt à tous les niveaux. Je vais vous donner un petit exemple flagrant où c'est à tous les niveaux. Imaginez par exemple, vous avez vu un film ou une série qui vous a énormément plu, vous souhaitez le partager avec quelqu'un et cette personne là vous dit alors non mais pas du tout, moi ça ne m'a pas plu du tout. Les petites émotions, donc, en fonction des personnes, ça va être bien différent. Mais la petite émotion, le petit pic émotionnel que vous allez ressentir, c'est la blessure de ne pas être choisi qui se manifeste. Donc dans cet exemple-là concret que je vous ai donné, c'est un petit picot, c'est rien du tout. Il y a des situations où ça va être bien plus grave. Cette blessure universelle, elle va activer les blessures de l'âme qu'on a l'habitude de nommer, à savoir l'abandon, l'injustice, le rejet, la trahison, l'humiliation et je rajoute bien sûr l'incompréhension. Voilà, donc ça c'est au niveau universel. Maintenant, c'est parti, on va parler de la dimension féminine. Alors, on ne peut absolument pas parler de la blessure de ne pas être choisie chez les femmes sans parler du patriarcat. Pour que les choses soient bien claires, et vous savez à quel point j'aime dans les podcasts que ce soit le plus clair possible, on va parler déjà de la définition du patriarcat. La définition, c'est forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir dans les domaines politiques, économiques, religieux, ou détient le rôle dominant au sein de la famille par rapport à la femme. Je vais vous rajouter aussi que l'opposé, on pourrait penser que c'est le matriarcat, sauf que le matriarcat n'est pas l'opposé du patriarcat, c'est seulement une partie opposée. C'est-à-dire que le matriarcat, lorsque l'on parle des sociétés matriarcales, c'est vraiment des sociétés où le fonctionnement familial, c'est la mère qui a la plus grande influence et qui a une autorité prépondérante. Si on veut faire opposition au patriarcat, on va parler plutôt de gynocratie, où là on est dans une société qui va être sexiste, où le pouvoir est détenu par les femmes, que ce soit dans les domaines politiques, économiques, religieux, et matriarcale. Donc voilà, donc ça c'était les petites définitions. Je rajouterai que bien qu'aujourd'hui il y ait une dénonciation de ce patriarcat et un recul, notamment grâce au mouvement féministe quand même, je noterai quand même qu'on n'est pas encore dans quelque chose d'équilibré et j'ose espérer que cela viendra. Alors, la blessure universelle, celle de ne pas être choisie, cette blessure source, pourquoi est-ce qu'elle est amplifiée chez les femmes? Tout simplement parce que les structures sociales patriarcales ont construit en grande partie la valeur de la femme autour de sa capacité à être choisie, désirée ou validée par un homme, par les enfants, par la société ou par d'autres femmes.
Ce conditionnement, il s'est transmis de génération en génération en s'immisçant dans tous les domaines de la vie. Les relations amoureuses, la maternité, les relations familiales et amicales, la carrière, la sexualité, la santé, la libération et le féminisme, et aussi la capacité à vivre bien. On pourrait même dire dans le développement personnel, dans le développement de soi, la santé mentale, la forme physique et l'épanouissement. Pendant des siècles, les femmes, elles ont été définies par leur rôle dans le regard des autres plutôt que par leur propre essence. Ça a créé un modèle un modèle de femme où leurs valeurs dépendaient de leur capacité à plaire, être choisie comme épouse ou compagne, de leur rôle familial, être une bonne mère ou une épouse parfaite, de leur utilité, en répondant aux attentes de la société, des hommes et des normes culturelles. Ces conditionnements, ils ont ancré l'idée que pour exister pleinement, les femmes doivent être choisies ou se démarquer. À l'inverse, ne pas être choisie est perçu comme une invalidation, un échec personnel, une preuve de manque de valeur. Alors bien évidemment, ces schémas, ils ont quand même un petit peu évolué dans leur forme et pourtant ils continuent de structurer les attentes envers les femmes aujourd'hui, influençant leur manière de se percevoir et d'interagir avec les autres. Cette blessure de ne pas être choisie, elle a quand même deux faces. Euh, pour y répondre, on peut soit se démarquer, soit se cacher. Alors, ces deux faces, on va les prendre aussi au niveau, alors polarité yang et polarité yin, c'est-à-dire qu'on va avoir donc chez la polarité yang se démarquer, ça va être le côté conquistador, se cacher, ça va être peut-être le côté mendiant. Chez la polarité yin, se démarquer, ça va être le faux self, se cacher, ça va être le renfermement ou la dissociation. Parce que effectivement, on a vraiment ces schémas principaux, deux mécanismes bien opposés, donc chez toutes les femmes, qu'on soit yang ou yin, on va l'avoir. Euh, Soit on va vouloir, en répondant à cette blessure, se démarquer à tout prix. Par exemple, certaines femmes vont tenter de compenser la peur de ne pas être choisies en cherchant à se démarquer ou à être vues. Par exemple, en se conformant aux attentes sociales, être belle, être compétente, essayer d'être parfaite. Donc, on va toutes retrouver les codes dedans. En cherchant à prouver sa valeur par des accomplissements ou des performances, en rivalisant avec d'autres femmes pour obtenir cette validation. Ça peut se manifester dans les relations amoureuses avec une quête constante de plaire ou de mériter l'amour, dans la maternité où les femmes vont chercher à être la meilleure mère possible, ou dans la carrière où la réussite devient une nouvelle arène de validation. L'aspect opposé, donc, ne pas vouloir se démarquer par peur de l'échec ou du rejet, ou de l'abandon. Donc certaines femmes vont se cacher ou ne pas se mettre en avant par peur de ne pas être à la hauteur et de ressentir du rejet. Elles vont ainsi éviter les opportunités ou les relations par crainte de l'échec. Elles vont s'auto-saboter en préférant l'invisibilité à une possible invalidation et elles vont intérioriser, excusez-moi, l'idée qu'elles ne peuvent pas être choisies en renforçant un sentiment d'infériorité. Ces deux mécanismes, se démarquer ou se cacher, ils vont traduire une dépendance à la validation extérieure, la reconnaissance extérieure, ce qui empêche les femmes de se reconnecter à leur véritable valeur. Alors, le patriarcat, il a non seulement conditionné les femmes à chercher validation ou reconnaissance dans le regard des autres, choix, on va dire validation, reconnaissance égale choix, dans le regard des autres, mais il a aussi mis les femmes en compétition les unes avec les autres. Cette rivalité, elle se manifeste dans de nombreuses sphères, la maternité, le travail, les relations amoureuses. Et c'est le reflet d'un système où il semble toujours manquer une place pour toutes. On va retrouver de fait les rivalités dans les relations féminines. On peut retrouver par exemple les rivalités mère-fille. La relation mère-fille, elle peut être marquée par des attentes extrêmement élevées, des projections, une jalousie implicite. Une mère peut inconsciemment rivaliser avec sa fille par peur de perdre sa place de mère au-dessus, de femme au-dessus. De la même façon, une fille peut inconsciemment rivaliser avec sa mère en essayant d'être mieux
que sa mère. On va retrouver aussi la rivalité entre sœurs, cousines, amies, qu'importe, à cause de comparaisons implicites, laquelle réussit le mieux, laquelle est la plus belle, laquelle peut-être s'épanouit le plus dans sa vie, ce qui va alimenter des tensions qui empêchent souvent une solidarité sincère. On a aussi dans les cercles sociaux ou professionnels où les femmes vont se percevoir comme des concurrentes en cherchant à prouver qu'elles sont meilleures ou plus méritantes, ou peut-être en estimant qu'elles sont meilleures ou plus méritantes, et en observant qu'elles ne sont pas choisies alors qu'elles aimeraient être choisies, ou qu'elles sont choisies au détriment d'autres. On va retrouver aussi ces schémas dans les relations homosexuelles, parce qu'on a parlé des relations sentimentales. Mais en, en faisant donc être choisi par le patriarcat, donc être choisi par des hommes aussi, etc. Le fait est qu'on remarque que dans les relations homosexuelles, les femmes ont copié ces schémas-là, et ce sont exactement les mêmes codes sociaux qui se reproduisent, même dans un contexte du coup qui semble s'éloigner des normes patriarcales. Les femmes ayant grandi dans des structures de validation ou de reconnaissance extérieure vont continuer de rejouer la peur de ne pas être choisie par une autre femme, la rivalité implicite, par exemple se comparer aux ex, chercher à prouver leurs valeurs, se comparer aussi entre elles, et une quête de perfection ou de performance, que ce soit dans la relation ou dans leur vie personnelle. Alors moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que lorsque l'on parle de performance chez les femmes, alors, nous avons deux cas différents. Nous allons avoir la performance qui correspond au schéma que le patriarcat a amené, et c'est ce que je vais appeler la performance soumise. C'est-à-dire, oh là là, cette femme incroyable, qu'est-ce qu'elle est performante pour une femme. Elle est performante en répondant aux codes sociaux du patriarcat. Ou alors, nous allons avoir cet exact opposé on a très souvent montré, c'est-à-dire cette performance un petit peu castratrice, c'est-à-dire que la femme performante va être assimilée à une femme qui rivalise avec les hommes. Alors, parlons maintenant de la sexualité féminine, où le conditionnement par la blessure de ne pas être choisi est aussi extrêmement fort, mêlé en plus à la libération sexuelle de la femme et aussi à la pornographie. Il y a un espèce de mélange. Alors avant cela, la femme était un objet sexuel pour l'homme essentiellement. C'était une soumission sexuelle, et c'était donc la sexualité pour le plaisir de l'homme et pour la reproduction. La libération sexuelle a amené quand même beaucoup de choses, et pourtant la blessure de ne pas être choisie est encore très active. Alors avant, lorsque la femme était un objet de soumission sexuelle et pour la reproduction, la blessure de ne pas être choisie allait résonner sur le fait de la capacité à enfanter. Et peut-être, alors ce qui me vient en image, c'est ces femmes qui étaient choisies par exemple pour leurs hanches larges, puisque à un moment, c'était avoir des hanches larges était synonyme de pouvoir enfanter sans problème. On pourra parler aussi du devoir conjugal, où on voit bien que pendant des années, les femmes, elles ont été conditionnées à percevoir leur sexualité comme un outil servant à plaire ou à satisfaire les autres, ou en tout cas leur mari, leur conjoint, plutôt qu'un espace d'épanouissement personnel. Et donc ce conditionnement-là, bien qu'on ait défait les codes, il a été renforcé. Alors déjà par la libération sexuelle, qui au final a été mal comprise, tout simplement parce que la quête de reconnaissance ou de validation extérieure persiste dedans. En effet,
La libération sexuelle des femmes, elle a permis de remettre en question les tabous autour de la sexualité. Et l'ennui, c'est que ça a été mal compris ou ça a été récupéré quand même par des dynamiques patriarcales. Au lieu de libérer la femme de son besoin de validation, ça lui a parfois renforcé l'idée que la sexualité devait être libérée pour plaire ou pour être moderne ou pour être choisie. Ainsi, la sexualité devient pour la femme un outil de reconnaissance, de validation ou de choix, c'est-à-dire que certaines femmes vont ressentir une pression à être sexuellement ouvertes ou expérimentées pour être perçues comme désirables ou modernes. Cela va amener une compétition sexuelle parce que du coup les femmes vont pouvoir se comparer entre elles en termes de libération ou d'expérience sexuelle en créant une nouvelle arène de rivalité. Et quelque part, la difficulté, c'est qu'il va y avoir un espèce d'oubli du plaisir personnel parce que sous prétexte de libération, certaines femmes continuent de vivre leur sexualité pour plaire, pour répondre à des attentes, sans se reconnecter à leurs propres désirs, juste pour être choisies. Alors, c'est très compliqué de faire la part des choses là-dedans, puisque la femme a compris qu'elle avait quand même des envies, des besoins, des désirs sexuels. Elle a envie de se reconnecter à sa sexualité. Et pourtant, le plus gros de sa sexualité va être conditionné par cette blessure de ne pas être choisie. Pour toute femme en consultation, en cheminement, je sais qu'on va aborder ce point-là. Ce que je peux observer, c'est que chez les féminines de polarité yin, la dimension sexuelle va être alors même que la féminine yin aime la sexualité, éprouve du plaisir dans la sexualité, elle va avoir un conditionnement très soumise, une sexualité très soumise. Alors pas dans le sens la soumission, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot. Mais voilà, pas dans le BDSM, rien à voir. On est vraiment dans la dimension je suis soumise à cette sexualité pour ne pas que l'on me rejette. Et si je ne me soumets pas à cette sexualité, cette sexualité devient vraiment un objet de choix pour moi. Et si je ne suis pas soumise à cette sexualité, je rejette. Hein, vous vous rappelez qu'il y a deux aspects dans cette blessure. Je rejette complètement et j'ai seulement une sexualité fantasmée. Chez les féminines yang, on va retrouver un côté très actif, très masculin, parce que les féminines yang, elles sont dans la masculinité, très masculin de l'être, ouais, selon les codes patriarcaux, c'est-à-dire je revendique mon besoin de sexualité et je vais dans cette sexualité de manière extrêmement active aussi, parce que je vais tout donner pour être choisie. Donc ça en revient au même, sauf qu'il n'y a pas la dimension soumise. Il va y avoir la dimension plutôt je choisis de performer et de persévérer cette performance pour pouvoir être choisie, pour pouvoir être reconnue comme la meilleure. Si la féminine yang n'est pas là-dedans, elle va être dans le mode absolument reclus, c'est-à-dire je refuse d'être utilisée comme un objet sexuel. Et ma libération sexuelle passera par le fait de refuser cette dimension-là. Donc ça, ce sont des mécanismes très profonds chez les féminines, qu'elles soient yin ou yang, qu'elles soient dans une phase de la blessure ou dans l'autre. C'est quelque chose qui va venir énormément travailler. Au niveau de la sexualité, on va avoir aussi forcément le conditionnement par la pornographie qui aujourd'hui a pris une démesure complète. C'est-à-dire que la pornographie, elle est devenue omniprésente dans la culture moderne. Elle a profondément influencé la perception de la sexualité féminine et elle véhicule des normes où la femme, elle est réduite à un objet de plaisir et où sa valeur sexuelle est déterminée par sa capacité à correspondre aux fantasmes masculins. J'aurais envie de dire toujours plus.
Euh, il y a la notion de performance sexuelle. Donc, les femmes, elles sont conditionnées à penser que leur valeur sexuelle repose sur leur capacité à performer ou à répondre aux attentes des hommes. Si je ne fais pas ce qu'il voit dans les pornos, il ne me choisira pas. La déconnexion du plaisir personnel. La sexualité féminine, elle est souvent réduite à un outil pour plaire, hein, c'est ce que je vous expliquais à peine, plutôt un espace pour explorer son propre plaisir. Par exemple, mon plaisir est secondaire. Ce qui compte, c'est que cet homme soit satisfait. Donc cet homme ou cette femme, puisque vous avez bien compris que dans les relations homosexuelles, le schéma est dupliqué. Euh, la comparaison constante. Les femmes se sentent constamment en compétition avec des standards irréalistes véhiculés par la pornographie, ce qui renforce la peur de ne pas être suffisante ou choisie. Par exemple, je ne suis pas aussi attirante ou excitante que ce qu'il voit à l'écran ou ce qu'il peut voir, ce qui est normalement désirable. Et donc, ça va amener une espèce de pression sur le fait de ne pas être choisi, même pour la sexualité. Alors, on en vient aux réseaux sociaux qui ont agrandi et où on s'est auto-conditionné dedans hein, aussi. Donc, ça a agrandi le problème, ça a agrandi le conditionnement, on s'auto-conditionne dedans. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un drame humain de à quel point ça aggrave la blessure déjà au niveau universel, hein, la blessure de ne pas être choisi et où ça amplifie les failles personnelles puisque les réseaux sociaux sont devenus une espèce de vitrine totalement reluisante, fake, hein, complètement fausse de ce que devrait être un homme, une femme, une vie, une profession, etc. Et au niveau des femmes, ça agrandit l'effet vitrine. Là où une femme devait briller pour être choisie dans un cercle social, aujourd'hui la femme doit briller au niveau universel à travers ses réseaux sociaux. On va retrouver l'utilisation des filtres, par exemple, qui est un réel drame puisque de plus en plus de femmes utilisent des filtres pour leurs photos parce que la peur de ne pas être validée, reconnue ou choisie à travers leurs photos. De nombreuses femmes vont se mettre en avant sur les réseaux sociaux ou se cacher des réseaux sociaux par cette peur de ne pas être choisie. Et donc, en fait, on sent qu'il y a une espèce d'escalade par rapport à ça. Et la difficulté, c'est que comme il y a de l'escalade, c'est toujours plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours mieux, on voit toujours plus brillant, il y a de plus en plus d'effets de filtres, il y a de plus en plus de codification pour que la vitrine soit la plus belle possible, pour que la vitrine soit choisie. Et comment est-ce que la vitrine est choisie? Donc derrière la vitrine, il y a la personne, il y a la femme par les likes, par les commentaires, par la validation, par le nombre d'abonnés, etc., etc. Cela nous amène au phénomène, le phénomène pick me, qui, à mon sens, est quand même une insulte pour les femmes et qui est quelque part à la fois dénonciateur du problème, mais aussi qui le conditionne un petit peu plus. Alors, avant de vous parler du phénomène Pick Me, je vais quand même vous parler peut-être du titre de cet audio, qui est donc la blessure source à travers le prisme féminin. Pick me, choose me, love me. Donc cette phrase, pick me, choose me, love me, prends-moi, choisis-moi, aime-moi, c'est une phrase tirée d'un épisode de Grey's Anatomy où Meredith, je pense que la plupart des femmes ici connaîtront l'épisode où Meredith va voir Derek, son grand amour, et où elle lui dit prends-moi, choisis-moi, aime-moi.
C'est une scène qui est ultra poignante et qui évoque énormément d'émotions. D'ailleurs, alors on pourrait parler de Grey's Anatomy, mais on pourrait parler de nombreuses séries puisque le conditionnement se fait aussi par ce que l'on voit à la télé, par la littérature, par la musique aussi, etc. Et donc on est totalement dans l'air du temps. Ou quelque part, voilà, donc c'est là, cette femme qui demande d'être choisie, c'est poignant parce que ça vient justement réveiller cette blessure euh, lorsqu'on le regarde. Et Pick Me, en fait, aujourd'hui, c'est devenu une insulte. À travers les réseaux sociaux, on peut très souvent voir ça. Des commentaires, cette femme, c'est une vraie Pick Me. Ce genre de choses. Alors, au début, je ne comprenais pas hein, ce que c'était et je me suis renseignée. Et du coup, évidemment, ça tombe sous le sens. Donc, la femme qui est traitée de pick me. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que c'est une insulte et que, en tant que femme, c'est une insulte relativement masculiniste. En tant que femme, c'est une insulte qui me dérange profondément de voir qu'on puisse insulter des femmes de cette façon. Euh, la thérapeute, pour autant, va déplorer l'insulte, mais reconnaître le phénomène. Et l'ennui se situe ici, c'est que parfois dans les dérives, parce que pour moi insulter, les insultes, ce sont des dérives, les insultes pick me, alors même si c'est pas une grosse insulte, mais quand même, les insultes pick me, ça représente une dérive. Et ce que je trouve très dommage, c'est que très souvent, les dérives viennent quand même relever un symptôme. Et on va du coup se concentrer essentiellement sur le symptôme. Qu'est-ce qu'une femme pick me? Une femme pick me, c'est une femme qui va essayer, pour être choisie, de se démarquer des autres en faisant beaucoup de choses, comme par exemple en exprimant haut et fort à quel point elle est différente des autres, elle sort du lot, tout ça pour être choisie, pour être aimée, pour être validée, pour être connue. C'est une femme qui va potentiellement utiliser les réseaux. C'est essentiellement sur les réseaux qu'on va retrouver l'insulte. Euh, parfois à juste titre, parfois pas du tout. Et c'est on ne peut plus déplacer. J'insiste vraiment de relever ça hein, quand même. Euh, Essentiellement, donc par rapport aux réseaux sociaux avec cet effet vitrine, j'ai besoin de me montrer pour être choisie. L'ennui, c'est que l'insulte, elle va venir taper, et c'est pour ça que je le déplore, c'est que l'insulte, elle va venir taper chez quelqu'un qui est blessé, chez quelqu'un qui peut-être n'est absolument pas conscient encore de ce conditionnement-là. Et les réseaux sont déplorables pour ça, c'est parce que ben, du fait qu'il y a des vitrines, les réseaux sociaux sont devenus des vitrines des personnes. Les gens qui passent devant ces vitrines vont se donner le droit de commenter la vitrine, alors même qu'il y a des mécanismes inconscients des deux côtés. On va retrouver trois aspects essentiels dans le phénomène pick me. Le premier, ça va être de chercher à plaire à tout prix, donc peut-être voilà à travers ces réseaux. Euh, Rabaisser ou critiquer les autres femmes en deuxième et se conformer aux attentes masculines. Par exemple, se sexualiser énormément, puisqu'on a vu tout à l'heure le conditionnement sexuel, ou on va retrouver aussi aujourd'hui au niveau professionnel se démarquer en montrant sa performance professionnelle aussi. Ça peut être une des caractéristiques du phénomène pick me. Ce que j'en pense, c'est que potentiellement, toutes les femmes sont conditionnées à être sous cette emprise du phénomène pick me à plus ou moins grosse dose et une personne qui se reconnaîtrait dans la dimension
ce phénomène pick me, une femme qui se reconnaîtrait là-dedans, plutôt que de regarder l'insulte qui n'est pas juste. D'ailleurs, c'est plutôt de regarder, la blessure, bien en face et d'essayer justement, de sortir, de ce phénomène. Pour moi, l'effet pick me est plus une emprise, due à la blessure, plus qu'un trait, de caractère et je souhaiterais vraiment que les personnes qui relèvent ça sur d'autres personnes, donc sur d'autres femmes par exemple, observe ça avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'empathie plutôt que du jugement parce que ça aggrave le problème et qu'en soi, ça, c'est pas ok du tout. On en vient du coup au dernier élément qui va être le conditionnement féminin à la compétition et à la rivalité. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps, surtout avec tout ce qui se passe, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de stopper ça, de stopper ces rivalités féminines, mais aussi de stopper ces rivalités avec les masculins, puisque pour pouvoir sortir quelque part de ça, du patriarcat et de ces conditionnements qui ne sont pas justes, puisque on sent à quel point quelque part ce conditionnement fait du mal. Le féminisme vient défendre les femmes du patriarcat, vient essayer de rétablir une espèce de euh, un espèce d'équilibre, une espèce d'équité. Et l'ennui, c'est que cela amène aussi une rivalité avec les masculins, avec les hommes. Et en soi, cela ne va pas aider puisque le fait d'aller rivalité avec les hommes de devenir rivaliser avec les hommes va venir quelque part essayer, donc c'est pour inverser la tendance, mais l'ennui c'est que donc ça va venir réveiller chez les hommes aussi la blessure de ne pas être choisi, que nous verrons dans un prochain audio, qui eux du coup vont se défendre en appuyant encore plus sur tous les stigmates de ne pas être choisi chez les femmes. Et en fait, c'est un circuit qui s'auto-nourrit entre les hommes et les femmes et les femmes entre elles. Donc, Rome ne s'est pas construit en un jour. J'ai bon espoir de réconcilier le féminin et le masculin à mon petit niveau. Et j'ai espoir de pouvoir observer cela de plus en plus. Pour autant, c'est quelque chose qui prend du temps. Et pour commencer ça, c'est faire un petit pas. Et ça serait peut-être, en tant que femme, d'arrêter de rivaliser entre nous par peur de ne pas être choisie. D'arrêter de se battre entre nous, d'arrêter de rentrer dans la compétition pour être seulement choisi. Et comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Déjà, c'est en éprouvant beaucoup plus de compassion et d'empathie pour quelqu'un peut-être qui manifesterait tous les symptômes de cette blessure, même si ce n'est pas ajusté. C'est de manifester de la compassion et de l'empathie pour ses propres symptômes à cause de cette blessure et c'est peut-être de prendre conscience que cette blessure elle existe chez tout le monde et que plutôt qu'essayer de la combattre on peut seulement la traverser, c'est-à-dire j'accepte que dans cette situation je ne suis pas choisie parce qu'il y aura des milliards de situations où nous ne serons pas choisis et le fait de ne pas être choisi c'est d'observer vraiment ça, c'est que le fait de ne pas être choisi ne définit pas notre valeur. Et donc à partir du moment où on accepte de vivre les émotions négatives que cela va amener, à partir du moment où l'on choisit quelque part de préserver sa valeur indépendamment du fait que l'on ait choisi ou pas choisi, et à partir du moment où on décide d'arrêter de taper sur les autres et de nourrir nos peurs et ce conditionnement et de le nourrir aussi pour les autres, et ben on sort du schéma et chaque personne qui sortira de ce schéma permettra peut-être à d'autres de sortir de ce schéma. Je finirai par ça, je suis une femme, les meufs de la sororité, de l'entraide, de la solidarité, plus que de la rivalité, de la compétition. Euh, je sais à quel point c'est dur aussi en tant que femme, justement, de traverser toutes ces peurs, de ne pas être choisie. C'est quelque chose qui résonne
Et pour autant, si on commence à arrêter de se taper dessus entre nous, ça ira beaucoup mieux. Si on arrête aussi de taper sur les hommes, même si on continue à défendre notre droit à être considéré comme égal, ce qui est quand même la base de la base, mais si on commence aussi à arrêter de taper sur les hommes, peut-être qu'à un moment, on arrivera à quelque chose de beaucoup plus sain pour tout le monde. J'espère que cet audio vous aura apporté des éléments et je vous dis à très vite. À la réécoute, je vous rajoute juste un petit PS. Si vous souhaitez qu'on traite d'un élément de cet audio plus en détail et qu'on développe un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire et ce sera fait. Je vous retrouve très vite pour le prochain. À bientôt!